On avait ces terres argileuses plutôt humides, très très sales en vulpin. On a dénombré 500, 700 vulpins mètres carrés. Dans la démarche traditionnelle, on dit on fait des faux semis, on se sépare des graines d'adventice de vulpin. Ça semble cohérent. Mais sur le terrain, moi je constatais des échecs. Si avec les meilleures machines, on n'arrive pas à faire les faux semis, probablement que le problème est ailleurs. Et c'est ça qui a été déclencheur chez moi de remettre en question le travail du sol, d'où l'orientation semi-directe. Apport d'amendement calcique, la pression elle a nettement baissé. Dans les zones les plus sols, voilà, ça porte plus préjudice au rendement. Donc c'est plus un problème. Bonjour à tous, bienvenue sur Agriculture 360. Aujourd'hui, alors on est en Haute-Marne chez Arnaud. Bonjour à vous. Bonjour Arnaud et merci beaucoup de nous recevoir chez toi. Avec plaisir. Alors aujourd'hui, on va aborder deux grands sujets qui vont être surtout la bio-indication. On va parler beaucoup de vulpins surtout, pour faire écho aux différentes vidéos qu'on a pu faire précédemment, que Sylvain avait abordé, et la partie nutrition. Mais avant tout, peut-être que Arnaud, est-ce que tu peux nous présenter ta ferme? Donc, quelle superficie tu travailles, quelle culture tu fais, comment tu travailles ici? Pas de problème. Sur l'exploitation, c'est essentiellement une exploitation familiale. Elle regroupe 400 hectares familiaux, on va dire, et je travaille avec un partenaire depuis 2 ans qui, dans l'exploitation, fait 230 hectares en complément. Voilà. J'ai la responsabilité du fonctionnement de tout ça avec mon épouse. Le milieu en général, il est assez diversifié. On part du cœur de l'exploitation avec une base argilo-calcaire, du barrois, des choses qu'on rencontre très régulièrement. On passe à une zone comme ici, Nord Haute-Marne, qui est sur des supports limon drainés. Voilà. Et le dernier tiers de l'entreprise, on va dire que c'est des grosses argiles plus au sud du département. Voilà grossièrement la manière dont se découpe le terroir de notre exploitation. Les potentiels, on va dire en moyenne sur l'exploitation, on fait un bon 7 tonnes de blé, avec un minima 5 tonnes sur les parcelles les plus compliquées. Et puis dans les secteurs comme ici, ou alors dans les argilo-calcaires les mieux arrosés, c'est 7 tonnes et demi, 8 tonnes. Voilà. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu plus comment tu fonctionnes au niveau du travail du sol? Ouais, entre ce que je fais aujourd'hui et ce que je faisais il y a 10 ans, ça n'a plus rien à voir. Il y a une dizaine d'années, on est parti avec un groupe de travail dans l'agriculture de conservation, le semi-direct, les couverts végétaux, etc. On s'est heurté à beaucoup de manque de compétences au travers de mon analyse à moi. Voilà. Et j'ai eu beaucoup de difficultés à accepter les échecs rencontrés. Donc aujourd'hui, on sait semer les cultures d'automne en direct. Voilà, ça c'est pas un problème. On le fait ou on le fait pas en fonction de l'année climatique et de la problématique ravageur du sol, souris, ces choses-là. D'une manière générale, on retravaille beaucoup plus les sols aujourd'hui qu'il y a une dizaine d'années. Parce que comme l'exploitation est plus grande, c'est, je trouve, plus facile pour moi d'implanter sur un sol travaillé qu'en direct. La plage de travail, elle est plus grande à l'automne. Donc voilà, dans un premier temps, on travaille plutôt un peu plus nos champs. Mais les colzas se font très bien en direct et toutes les cultures d'automne se font très bien aussi. Mais on a tendance à semer un peu plus tard à cause des conditions météo et du salissement en général. Donc semer plus tard en direct, je suis un peu inquiet. Donc c'est des choses que je fais moins sur l'exploitation. Très clair, c'est vrai que c'est de manière générale plus difficile de faire des cultures de printemps en direct. Ça se réchauffe un peu moins. Oui. Donc tu fais un petit peu du semi-direct quand tu peux. Ouais. À chaque fois que c'est possible, on fait du semi-direct au travers du fait que c'est tellement moins consommateur d'énergie, de temps avec les salariés, etc. Donc on privilégie cette technique-là. Mais je ne m'enferme pas dans cette technique-là de peur de ne pas pouvoir emblaver toutes les surfaces à l'automne. Quand on sème à partir du 10 octobre, 15 octobre comme c'est à faire, et
Au vu de l'éclatement de l'entreprise, on n'est pas très efficace. Donc, c'est un vrai frein, quoi. S'il faut qu'on sème tout entre 5 et 6 à l'heure, ou alors si on a gratté une partie et qu'on peut se mettre 8, 9, 10, voilà, c'est les débits de travail. Donc aujourd'hui, moi, je suis pas prêt à prendre le risque. On n'est pas assez efficace, on n'est pas assez bon. Donc un système un peu hybride, oui, voilà, direct, quand les conditions s'y prêtent. Opportuniste, on peut dire. Opportuniste. Voilà, c'est un système opportuniste, voilà. Avec des contraintes que ça a sur ce qu'on peut construire avec des couverts et du non-travail du sol. Et puis quand on vient à travailler les champs, c'est pas le mieux, mais c'est comme ça qu'on fonctionne chez nous. Du coup, on peut aborder la partie surtout adventice. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours à ce niveau-là, parce que je sais que tu avais des parcelles avec des grosses problématiques de vulpins notamment. Oui. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu comment ça se passait à l'époque? Qu'est-ce que tu as mis en place notamment avec Sylvain, et qu'est-ce que tu as constaté comme résultat suite à ce que tu as mis en place? Ça fait plus de 10 ans que je travaille en partenariat avec Sylvain, et dans les parcelles les plus difficiles à mettre en œuvre, les argiles, plutôt blanches, les argiles, 250 mètres d'altitude, donc plutôt intermédiaire sur l'exploitation. On va de 400 mètres d'altitude à 150 mètres d'altitude, donc blanche, mais voilà, on pourrait penser que c'est pas un gros problème. On avait ces terres argileuses plutôt humides, qui étaient plutôt très très sales en vulpin. On a dénombré 500, 700 vulpins mètre carré. C'est des parcelles où on privilégie toujours les cultures d'hiver, de par la difficulté de travailler les terres au printemps, le réchauffement de par leur couleur, l'humidité naturelle, tout ça. Voilà, on avait compilé pas mal d'échecs de désherbage, et dans la réflexion, Sylvain, après avoir essayé différentes techniques, il m'a convaincu de revenir aux amendements, d'accepter de budgéter une somme pour dire peut-être que dans ces environnements-là, la structure de sol est trop dégradée, on a des asphyxies de surface, et la théorie, elle était celle-là, quoi. Une asphyxie de surface qui privilégie le développement du vulpin. Après plusieurs échecs de désherbage, de tout ce qu'on veut, je me suis laissé convaincre, et on est parti. Ça a été l'élément déclencheur. Voilà, d'être acculé, de ne plus rien pouvoir y faire. Je me disais que dans ces grosses argiles-là, ça faisait partie des meilleures terres de l'exploitation, et c'est elles qui étaient le plus pénalisantes. Des terres profondes avec une réserve en eau, mais où on peut pas exploiter le rendement parce que c'est sale. On mettait beaucoup d'argent dans le désherbage, c'était inefficace. Alors après, pour accompagner l'alimentation de la plante, psychologiquement, on avait du mal, quoi. On avait du mal à franchir le pas. Et la réflexion, ça a été de dire, tant qu'on n'assainit pas, c'est pas la peine de vouloir mettre encore du budget sur de l'accompagnement alimentaire. C'est ça l'élément déclencheur sur l'exploitation. Il y a quelque chose qui est intéressant à noter, c'est que très souvent, des gens ont des sols calcaires. Donc ils se disent, on a des sols calcaires, on va pas apporter du calcaire exogène, alors qu'en fait la décalcification est un phénomène qui est naturel. En fait, le calcium descend naturellement, et il peut y avoir un manque de calcium sur la surface, en fait. Est-ce que tu peux nous donner quelques observations, notamment peut-être au travers de quelques observations de Sylvain, qui t'ont un petit peu interpellé? Une des remarques qui m'a vraiment perturbé et qui m'a aidé à passer le cap, c'est de se dire que depuis plus de 20 ans, on a des machines pour travailler les champs vraiment très abouties, que ce soit à disque, à dents, et on peut faire autant de faux semis qu'on veut dans des très très bonnes conditions de travail. Donc, dans la démarche traditionnelle où on dit on fait des faux semis et on se sépare des graines d'adventice de vulpin, ça semble cohérent. Mais sur le terrain, moi je constatais des échecs. Donc, si avec les meilleures machines on n'arrive pas à faire les faux semis, probablement que le problème est ailleurs. Et c'est ça qui a été déclencheur chez moi de remettre en question le travail du sol, d'où l'orientation semi-directe, apport d'amendement calcique, et puis en fonction des échecs et puis des conditions météo, des fois on retravaille ou on sème en direct, mais effectivement c'est pas au travers de la mécanisation, sur mon exploitation, dans mon exemple personnel, dans mon milieu naturel, que j'ai pu franchir des caps. Dans les argilo-calcaires, on fait des amendements calcaires. Voilà.
Moi, j'ai pas les compétences en chimie pour... voilà, c'est une réflexion qui a été mise en place et je la suis. Aujourd'hui, je continue d'abonder mon poste amendement calcique. On a eu ce gain-là dans les... Donc, une pression vulpin qui a littéralement régressé, mais il y a quand même eu 10 ans. Aujourd'hui, il y a un historique d'apport de 10 ans. Alors, combien d'apports par an? Moi, je fais un apport sur toute la surface tous les ans. Ok, de combien? Entre 2 à 3 tonnes. 2 à 3 tonnes. Voilà. Okay. Je privilégie les terres les plus argileuses, je suis à 3 tonnes. Dans les terres les plus limoneuses où j'avais des problèmes, beaucoup de liserons dans les maïs, ces choses-là, là aussi, je suis à 3 tonnes, alors qu'on est plutôt à peine 20% d'argile. Et puis, bah, c'est les argilo-calcaires qui représentent la majorité de l'exploitation, qui eux sont à 2 petites tonnes. Ouais. Alors qu'il leur faudrait facilement une tonne de plus au vu du taux d'argile, mais voilà. C'est comme ça que je budgète les choses et voilà. Au fur et à mesure des années, on rectifie le tir comme on peut. Ça marche. Alors tu nous disais 500, 600, 700 vulpins dans les zones les plus sales. Sur les zones les plus sales avant. Oui. Et est-ce que tu peux nous parler donc un petit peu de l'évolution depuis que tu mets ces amendements et maintenant du coup est-ce que tu as fait des comptages, est-ce que tu peux estimer à peu près pour mesurer un petit peu l'efficacité de cette pratique? Les comptages, on les a pas renouvelés dans ces zones-là. Mes parcelles ne sont pas indemnes de vulpins. C'est pas mon objectif. J'ai une pression très réduite des vulpins. Dans la démarche que j'ai suivie, j'ai poussé le bouchon trop loin. C'est-à-dire que c'était plutôt très très propre. De plus en plus propre d'année en année. Le coût de désherbage qui était supérieur à 100 € il y a une dizaine d'années est aujourd'hui aux alentours de 55, 60 jusqu'à 80, orge, blé. Je ne fais plus jamais de retouche au printemps depuis très longtemps. On est sur une pression qui n'handicape plus le rendement. La pression, elle a nettement baissé. Je suis incapable de vous dire aujourd'hui combien il y a de vulpins au mètre carré dans mes champs. Dans les zones les plus seules, voilà, ça porte plus préjudice au rendement. Donc c'est plus un problème. Ok. Est-ce que tu as essayé de chiffrer un petit peu, notamment les apports de calcium, la réduction du coût de désherbage? Est-ce que tu as essayé de chiffrer ça un petit peu pour comparer en dehors de l'aspect de mettre moins d'herbicides, je veux dire, les apports de calcaire versus la réduction du désherbage? Est-ce que tu as déjà essayé de les chiffrer? Oui, bah c'est pas très compliqué. La matière première calcique, le tarif à la tonne varie de 20 à 25 € quand on prend des produits crus, basiques, enfin traditionnels, tout simple. Voilà. Après, quand on part sur des produits cuits, j'en fais pas parce que on part sur des coûts bien plus importants. Moi, c'est que du produit cru. On vise plutôt du long terme, de la régularité dans les apports et on travaille des produits à moindre coût. Donc, tout à l'heure, entre 20 et 25 € la tonne, une tonne, 2 tonnes, 3 tonnes, voilà, tout le monde sait faire les calculs. Et aujourd'hui, en désherbage, sur la culture du blé, voilà, d'un peu plus de 100 €, que ça pouvait coûter il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, on est à, on va dire, sans problème, 70 €. Sur les terres qui étaient les plus chargées. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler en termes de nutrition? Comment tu fonctionnais avant? Comment tu te sentais par rapport à ça? Est-ce que tu arrivais à aller chercher du rendement? Enfin voilà, comment tu te sentais avant? Qu'est-ce que tu as mis en place? Comment tu fonctionnes aujourd'hui? Dans le fonctionnement de l'entreprise, la réflexion majoritaire, c'était souvent on essaye de produire au moindre coût. Donc par exemple, là ce que j'ai en tête après ta question, c'est l'utilisation comment on met le soufre. Le soufre a, pendant très très longtemps, été apporté sous forme sulfate d'ammoniac. Le sulfate d'ammoniac, comme beaucoup d'engrais, a un impact acidifiant sur les premiers horizons de sol. Si la décalcification de surface est en partie à l'origine d'un environnement favorable au développement du vulpin, la réflexion que Sylvain m'a soumise, c'était de dire peut-être qu'il faut revoir la fertilisation soufrée aussi et d'avoir un impact peut-être moins acidifiant sur les horizons de surface avec un soufre différent. Sur le long terme, on a aussi donc viré définitivement le sulfate d'ammoniac. Ça fait plus de 10 ans que j'en ai pas acheté un vague et qu'on a passé la fertilisation au travers du thiosulfate. L'idée, c'était de réduire tout ce qu'on faisait qui pouvait
accroître le problème d'acidification de surface. Moins travailler le sol, plus de sulfate d'amo. Donc voilà, thiosulfate, azote, amendement calcique, et avec aussi des retards de date de semis au travers des conditions météo qui évoluent. Aujourd'hui, l'assainissement des parcelles me satisfait, et le fait de ne plus avoir de zones impactées par de grosses densités de mauvaises herbes, on se fait plaisir à accompagner la plante au travers de budgets oligo, de choses comme ça, parce qu'on sait que quasiment l'intégralité des parcelles vont donner le meilleur d'elles-mêmes, donc on peut budgéter même de l'argent, enfin je budgète de l'argent en plus pour aller chercher du rendement en plus, et essayer de voir où est la pertinence économique de tout ça. De ce que je comprends du coup de ce que tu me dis, c'est que si le fait d'avoir toutes ces problématiques-là, ça impactait le reste, et en fait tu te faisais carrément moins plaisir en fait dans ton travail de tous les jours. Et le fait d'avoir réduit cette problématique-là, qui est quand même la plus prégnante, tu peux aller chercher d'autres techniques, etc. Donc notamment tu parlais des oligos, donc mettre en place des choses qui te permettent d'aller chercher du rendement, et surtout de te faire un peu plus plaisir dans ton travail. Ouais, dans le travail c'est une chose, et puis plaisir à la moisson, où, effectivement les premières années où on a fait les apports de cuivre dans les parcelles où il y en avait le plus besoin, on s'est rendu compte que le gradient c'était entre 5, 7 quintaux et quelquefois un peu plus, donc on retrouve beaucoup d'appétit à aller chercher à faire du grain, et surtout d'être sorti du carcan pression vulpin et tout ça. Je ne peux pas non plus, au travers de notre échange, dire que c'est uniquement grâce aux apports d'amendement, uniquement grâce voilà, tout est multifactoriel. C'est ce que Sylvain a toujours mis l'accent aussi là-dessus. Il me dit on essaye d'analyser la problématique, on voit de quelle manière on peut faire des choses, des fois on peut pas faire les choses, et on essaye d'intervenir sur ce qu'on sait, et on observe. Alors il faut du temps, il faut avoir passé peut-être un cap de, entre guillemets, de dégoût de ce qu'on avait dans les champs avant, et puis changer d'orientation, et voilà. Mais moi aujourd'hui, tout à l'heure on a essentiellement parlé du vulpin, mais là où ça a été très violent aussi, c'est le liseron dans les maïs. Moi j'ai repris l'exploitation de mes beaux-parents dans le secteur ici, Nord-Marne. J'avais des endroits où ils faisaient plusieurs passages pour se débarrasser des liserons dans le maïs. Aujourd'hui, j'ai traite plus. Voilà, j'applique pas mieux que mes voisins, j'applique les phytos, je fais voilà, et à part la régularité de l'amendement calcique, de ce qu'on a parlé avant, je vois pas où qu'est-ce qui me change significativement de ce que je fais chez moi, de ce que mes voisins font. Ça fait bizarre, hein, on a du mal à Voilà, ça fait bizarre même de le dire là. Dans tous les cas, c'est toujours multifactoriel, hein. Ouais. C'est une combinaison de plein de choses qui vont permettre d'y arriver, mais en tout cas c'est intéressant d'avoir ce retour-là, surtout sur des parcelles qui étaient vraiment très très infestées. Donc, ouais. Niveau rendement, est-ce que tu as vu une évolution ces 10 dernières années? Avec le suivi régulier des rendements, moi en blé, on est sur une phase ascendante. Ça c'est indéniable. Aujourd'hui, à l'aléa climatique, par exemple, pour mes blés, ils sont assurés à 70 quintaux par hectare, alors qu'il y a 10 ans, on était plutôt 72-73. Alors, est-ce que la météo, d'une manière générale, est plus favorable à la production de blé, et que c'est quelque chose qu'on retrouve dans la majorité des agriculteurs? Je ne sais pas. Est-ce que les variétés aussi, elles sont plus performantes aujourd'hui qu'il y a 10 ans ou 12 ans? Voilà. Une fois de plus, probablement multifactoriel, du progrès génétique, probablement tes pratiques aussi qui ont joué, mais en tout cas, au niveau du constat, c'est environ plus 5 quintaux de l'hectare en 10 ans, à peu près. Ouais, on peut le dire, mais il ne faut pas résumer les choses à ça, parce que voilà, je ne veux pas survendre les choses, c'est pas mon but. Pour revenir juste un petit peu sur la question de tout à l'heure, j'ai pas dit,
le fait de retrouver des parcelles un peu plus propres, on a remis de l'argent dans les oligos, mais on remet aussi de l'argent dans la fertilisation traditionnelle. Potasse, PK, voilà, entre autres. Voilà. Il y a ce vrai plaisir d'essayer de refaire au mieux, en sachant que l'objectif c'est de rester pertinent économiquement, quoi. Voilà. Alors que 10 ans avant, on était plutôt dans l'état d'esprit de je vais baisser un peu le phosphore, je vais beaucoup baisser la potasse parce que les analyses de sol disent que ceci, cela. Et au final, aujourd'hui, on est dans une dynamique plus positive, je trouve. Moi, je reprends beaucoup plus de plaisir, comme tu disais tout à l'heure. Pas que au travers des oligos, mais aussi au travers de la fertilité traditionnelle. Merci beaucoup pour ton retour. Le mot de la fin, est-ce que tu as envie de faire passer un message peut-être aux agriculteurs qui nous regardent? Si par exemple, bien sûr. Tu devais dire un conseil au toi d'il y a 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? C'est la curiosité, je trouve, qui m'a fait beaucoup progresser. Cette curiosité-là m'a permis de rencontrer beaucoup de personnes et puis oser mettre en place des choses qui des fois peuvent sembler incongrues sur les exploitations, comme mes amendements. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose que je continue et la dynamique positive dans laquelle je suis est tellement plus agréable à vivre que ce qu'on a connu il y a quelques années. Alors tout n'est pas rose et des échecs, j'en ai tous les ans aussi sur mon exploitation et on continue d'avancer, mais l'état d'esprit est meilleur. Voilà. Super. Merci beaucoup pour de rien, c'était avec plaisir pour ton témoignage et puis à bientôt pour un prochain reportage. Au revoir. Au revoir.